L'École supérieure de l'intelligence numérique est LA nouvelle école du digital. Vous voulez en savoir plus ? Évidemment. Intelligence artificielle, blockchain, cybersécurité, 3D, Python, motion, data, vous toucherez à tout. Pas pour faire de vous les entrepreneurs de demain, on vous a concocté un programme tourné également vers le management et la communication. Business plan et création de contenu n'auront plus aucun secret pour vous. On vous promet aussi un cursus professionnalisant avec des compétitions d'agence, des rencontres pro, des cas pratiques, des mises en situation réelles, des ateliers intensifs, mais aussi des stages. D'ailleurs, si vous avez des envies de voyage, le stage de 4e année se fait à l'étranger et la 5e année est en alternance. Lessine étant la petite dernière du groupe IGS, vous profiterez évidemment de sa vie étudiante. Parc Astérix, événements à thème, ski, et une multitude d'animations vous attendent sur le campus. Nous aussi, on vous attend. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ? Bienvenue à toutes et à tous. Vous nous regardez très certainement depuis un ordinateur, si ce n'est depuis votre smartphone. Saviez-vous que ceci n'est possible que grâce aux prouesses de l'intelligence numérique ? C'est d'ailleurs le sujet du jour. Aujourd'hui, le numérique s'immisce absolument partout sans que l'on s'en rende forcément compte. Alors, où le retrouve-t-on et que permet-il exactement ? Grâce au numérique, l'impossible devient possible. Le don d'ubiquité, par exemple, est désormais à la portée de tous. Se repérer dans une ville qui nous est inconnue est plus simple qu'autrefois. Et échanger avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue est tout à fait loisible. Mais au-delà de notre quotidien, le numérique a permis de grandes avancées scientifiques, médicale, technologique évidemment, mais a aussi révolutionné les arts et l'agriculture. Alors, quelles sont ces prouesses ? La liste est bien trop longue pour toutes les évoquer lors de ce webinaire. Mais nous allons en mettre certaines en lumière avec vous aujourd'hui. Et pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, laissez-moi vous présenter nos 3 invités du jour. Tout d'abord, Jean-Christophe Beau, fondateur et directeur de l'ESIN, l'École supérieure de l'intelligence numérique. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Nicole. Barbara Jandot, experte en FinTech. Bonjour Barbara. Bonjour Nicole. Et enfin, Morgane Caron, intervenant au sein de l'ESIN, mais aussi fondateur de Phoenix, une application médicale basée sur l'intelligence artificielle et aussi expert en MedTech. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors pour commencer, Barbara, FinTech, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, la FinTech, c'est un mot un peu valise. Et en fait, c'est la contraction de 2 termes qui sont finance et technologie. Et donc, il s'agit d'un domaine ou de façon plus concrète des entreprises qui réinventent la finance à l'aide de la technologie. Donc, c'est la technologie au service de la finance. C'est aussi la révolution des usages portés par le numérique au service de la finance. Donc, comment, en bousculant les systèmes bancaires, en faisant émerger des banques 100% en ligne, en transformant également les usages, la façon de payer, les moyens de paiement. Donc, il y a finalement pléthore de secteurs et d'entreprises qui viennent innover sur le secteur bien connu qui est celui de la finance. Merci Barbara. Morgane, MedTech, j'imagine que c'est à peu près le même concept, médical et technologie ? Exactement, c'est le même système de mots valises entre médical et technologie. Et MedTech, ça signifie vraiment l'ensemble des technologies médicales. Donc là-dedans, on va mettre par exemple les innovations en cœur artificiel ou alors ce fameux vaccin à ARN messager dont on entend beaucoup parler pour contrer la Covid-19. Mais il y a un terme plus spécifique qu'on entend très souvent aussi, qui lui est e-santé ou e-health, et qui lui désigne vraiment les innovations numériques liées à Internet notamment, autour de la santé, que ce soit médicale ou paramédicale. Donc paramédicale, c'est Doctolib, etc. Donc ça ne soigne pas, mais ça aide à être en bonne santé. Doctolib a aussi aidé beaucoup de timides à prendre rendez-vous sans avoir à décrocher leur téléphone. Merci Morgane. Donc Barbara, je reviens vers vous. Est-ce que vous pourriez développer davantage en quoi consiste la FinTech ? Oui, bien sûr. Alors, on le disait, on l'a dit rapidement, donc c'est vraiment l'idée de révolutionner ou en tout cas de massivement innover dans le secteur de la finance. Et c'est marrant parce que dans l'imaginaire collectif, on a tout de suite cette image de la finance avec
des traders, des brokers. On imagine aussi les grandes tours, les salles de marché qui fournissent. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, c'est loin de n'être que ça, et c'est même bien plus que ça. Et en fait, on le voit sur plein d'usages qui a trait à la fintech et en tant que telle, et également évidemment à la transformation numérique. Donc, on parlait des usages, la façon de payer. Évidemment, on le sait, le chèque c'est de moins en moins utilisé. Je rappelle qu'il y a 10 ans, payer en ligne faisait peur. Aujourd'hui, payer en ligne, ça fait partie de nos usages. Comment on arrive à payer en ligne? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une transformation numérique et donc, en l'occurrence, des solutions de paiement qui s'intègrent au site e-commerce et qui permettent à tout à chacun de pouvoir effectuer une transaction en ligne simplement, facilement et optimisée. On parle du paiement en ligne sur ordinateur. On peut évidemment aussi le faire par téléphone. Et le téléphone aussi devient finalement une extension. On parle de digitalisation de la carte bancaire. À tout moment, dans un supermarché, si je le souhaite, je peux payer depuis mon téléphone directement sur le terminal de paiement et faire donc un paiement sans contact. Tous ces usages, on le voit d'autant plus avec la pandémie actuelle, il est évident que ça fait partie de notre quotidien et que ça s'ancre dans notre quotidien. Brièvement, on parlait aussi des néobanques, donc c'est-à-dire des banques 100% digitales, donc c'est-à-dire sans agence. En moins de 10 minutes aujourd'hui, on peut créer un compte bancaire, avoir une carte et effectuer les mêmes vérifications d'identité, mais très facilement en quelques minutes. En aucun cas, la fintech, elle a pour objectif de se soustraire au système bancaire classique. Bien au contraire, elle vient plutôt accompagner et compléter les activités traditionnelles de la banque. La banque, elle, innove grâce à la transformation numérique, mais globalement, les fintechs viennent accompagner et accélérer ces transformations et ces innovations. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quand même un paradoxe qui s'est créé ces dernières années. Aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé de services bancaires. Donc, j'entends par là éditer un RIB, faire un virement, consulter ses comptes, sans jamais mettre un pied à la banque. Et on parle même en France, on est quand même des gros consommateurs de tout ce serviciel, de toutes ces activités bancaires. Et on parle qu'on a 30 fois plus d'interactions aujourd'hui avec notre banque ou avec des systèmes bancaires sans pour autant mettre les pieds dans des agences. Un dernier point qui me semble aussi intéressant à mentionner, c'est l'économie participative. Vous avez peut-être entendu parler, en anglais on parle de crowdfunding, vous avez peut-être entendu parler des plateformes du type Ulule ou KissKissBankBank, il y en a évidemment plein d'autres. Aujourd'hui, on peut facilement adhérer à une cause, on peut facilement porter un projet, on peut participer à un projet, créer une entreprise, participer aussi à la création d'une entreprise, collecter des fonds très facilement grâce à l'émergence de toutes ces plateformes de crowdfunding. Et ça, c'est possible grâce à la fintech. Donc, si je comprends bien, on se dirige indéniablement vers de nouveaux modes de paiement, de nouvelles manières de consommer. Est-ce qu'on sait exactement quels seront ces nouveaux moyens de paiement? Alors, c'est difficile de dire dans le détail qu'est-ce que ce sera. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'appareil en tant que tel devient évidemment un élément de transformation. On est passé des espèces à la carte, maintenant au téléphone. On peut aussi payer depuis une montre. On peut également aussi payer depuis un bracelet. C'est d'ailleurs le système qu'il y a notamment dans les festivals. Vous pouvez directement payer depuis, donc vous pouvez charger de l'argent au sein de votre bracelet et donc payer les différents services et kiosques directement depuis votre bracelet. Donc l'appareil en tant que tel accompagne aussi les transformations, accompagne les usages. Il y a un élément important de la fintech, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement régulé pour des raisons évidentes. L'un des éléments de sa régulation, il y a une directive, c'est un peu technique, je ne rentre pas dans les détails, ça s'appelle la DSP2. Quoi qu'il en soit, cette directive, elle est aussi là pour redistribuer aussi un peu les cartes et permettre de transformer aussi et d'accompagner les usages relatifs à la donnée, donc à toutes ces données qu'on émet d'un point de vue bancaire. L'idée, c'est que ces données, elles n'appartiennent pas vraiment à la banque et donc ça va permettre d'accompagner des nouveaux usages et des nouveaux services. Il y a un dernier point qui me semble important de mentionner, c'est la monnaie virtuelle et aussi les crypto-monnaies. Je pense que
voilà, personne n'est passé dans les mailles du filet, tout le monde a entendu parler des bitcoins. Alors, pour rappel, les bitcoins, on parle quand même d'une monnaie qui est en dehors des systèmes bancaires traditionnels. Donc là, on est vraiment en dehors cette fois-ci. Tout ça montre quand même globalement qu'on est aux prémices de changement. Il y a des changements qui commencent doucement à émerger. Ils vont être bien plus forts dans les années à venir. Et il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas encore et qui vont évidemment émerger aussi. Merci Barbara. En tout cas, ce que je vois, c'est que tout ça a l'air de vraiment vous passionner. Qu'est-ce qui vous anime tant dans ce secteur? Alors moi, ce qui me passionne globalement, c'est la transformation, c'est l'émergence aussi des nouveaux usages. Et d'ailleurs, quel que soit le secteur, et je trouve que c'est un traceur très très fort du numérique. Et d'ailleurs, c'est ça pour moi la force du numérique, c'est que ça vient transformer l'ordre établi, créer des nouveaux usages qui vont s'inscrire dans la durée, puis devenir la norme, et finalement changer notre quotidien et l'améliorer en le facilitant. Et moi, c'est définitivement ce qui me passionne. Et pour travailler dans la FinTech, vous avez suivi une formation en finance? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Plutôt en fait en digital. Et ce qu'on voit en fait, c'est que de plus en plus de ces entreprises justement qui émergent et qui ont besoin, qui émergent dans des secteurs très spécifiques, vont plutôt en fait recruter des experts qui vont accompagner la transformation, et donc plutôt des experts dans le numérique, plutôt que des experts sectoriels. Vous avez suivi une formation dans le digital, mais les signes n'existaient pas à ce moment-là. Non, pas encore, mais en l'occurrence, Monsieur Beau, oui. Merci Barbara. Morgane, donc je reviens vers vous. Et la MedTech, est-ce que vous aussi, vous pouvez nous en dire un peu plus sur la MedTech, en quoi ça consiste, ce que vous faites concrètement? Avec plaisir, et parce que MedTech, après tout, la technologie, c'est l'essence même de la médecine. Ça fait des millénaires que l'humanité essaye de trouver des solutions aux maladies, aux affections, aux problèmes de santé qu'on rencontre. Mais si aujourd'hui on entend vraiment parler souvent de ce mot valise, c'est parce que grâce au numérique, il y a un vrai changement qui est en train de se créer, c'est que la santé, l'industrie de la santé n'est pas réservée seulement à des grandes entreprises pharmaceutiques. Des jeunes acteurs peuvent réussir à intégrer ce circuit et à participer à la santé, alors que ce sont des jeunes acteurs qui n'ont pas des milliards d'euros en fonds d'investissement derrière et des entreprises de milliers de personnes. Et c'est ça qui est saisissant, éblouissant, et c'est là la prouesse du numérique. En France, on a quelques fleurons comme ça, des fleurons qui vont être soit vraiment dans de la technologie très complexe, ou alors qui vont être plus sur des technologies web qui sont moins complexes, là où la vraie innovation, c'est plutôt une innovation dans l'usage. Dans les technologies complexes, on peut prendre le fleuron français qui s'appelle Carmat, qui est un leader mondial dans les cœurs artificiels. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre un faux cœur fait de plastique et de métal à la place d'un vrai cœur humain chez une personne, et ça lui permet de vivre 6 mois, 12 mois, c'est-à-dire le temps qu'il faut en général pour obtenir une greffe de cœur. C'est quelque chose quand même de fantastique, réussir à remplacer la pompe qui fait fonctionner le corps humain. Après, on a d'autres acteurs, bien sûr, en France, comme Doctolib, qui, eux, comme vous le disiez, Nicole, ont donné l'opportunité à plein de timides de prendre rendez-vous plus facilement et donc accéder à des soins. Mais ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas bien les médecins autour d'eux d'en découvrir des nouveaux et de savoir que près de chez eux, il y a un médecin qui peut les aider sur une affection en particulier. Et c'est quelque chose qui est très important, surtout dans les régions où il y a peu de médecins, où c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Ce que le numérique a vraiment changé, je pense, c'est que pour moi personnellement, par exemple, ça m'a permis, avec un ami étudiant à l'époque, en rencontrant des experts sectoriels, donc des psychiatres et des infirmiers, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que il y avait la possibilité de créer une application qui puisse venir en aide à des addicts, à des personnes qui souffrent d'addiction, d'un trouble addictif. Ce qui est incroyable avec le numérique, c'est qu'on s'est rendu compte en quelques jours de ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'on pouvait
essayer d'accompagner ces personnes qui souffrent de dépendance. On a fait le design d'une application en quelques jours, fait un petit prototype. Et à partir de là, les choses sont allées assez vite. On a fait tester ce prototype à des patients. On a vu que ça fonctionnait bien, que ça les aidait vraiment. Donc, on est allé présenter ce prototype au ministère de la Santé, qui lui aussi nous a dit que c'était une bonne idée. Et le ministère de la Santé, finalement, nous finance pour qu'on puisse, auprès de 200 personnes dans 3 hôpitaux français, tester scientifiquement, prouver cliniquement que notre application est utile et permet à des personnes qui souffrent de dépendance de moins consommer, alors que ce soit l'alcool, la cigarette, le jeu d'argent, quelle que soit l'addiction. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Personne, aucun jeune, j'avais à l'époque 22-23 ans, avec un ami et quelques bouts de ficelle, pouvait créer un outil utilisé par des patients dans la France entière et bientôt l'Europe. Et ça, c'est éblouissant. Donc, la technologie est indubitablement reliée à la médecine depuis toujours. Les prouesses sont de plus en plus fascinantes. Il me semble qu'il y a quelque temps, une opération a été menée à distance où le patient était sur un continent et les chirurgiens sur un autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Donc, les opérations à distance, c'est un grand rêve de la médecine parce que être chirurgien, il y a certains chirurgiens qui ont une compétence particulière. Ils savent opérer, par exemple, un os qui se trouve dans la main. Et c'est cette personne-là, l'expert mondial. Et il n'y en a qu'un sur la planète. Donc, cette personne-là, s'il faut qu'elle opère quelqu'un qui a 5000 km, soit elle prend l'avion, elle prend l'hôtel, elle perd une semaine pendant laquelle elle aurait pu opérer des gens et sauver des vies. Pendant ce temps-là, non, elle voyage pour aller à l'autre bout du monde. Donc, les opérations à distance, c'est un grand enjeu. Ça permettrait à des experts mondiaux d'opérer rapidement des personnes à l'autre bout du monde. Donc, on a réussi à faire la première opération à distance il y a une vingtaine d'années. Ça fonctionnait relativement bien, mais les machines étaient peu précises et surtout, il fallait des équipements très, très particuliers pour relier un hôpital à un autre. Il fallait vraiment qu'il y ait une fibre optique qui les relie parce que sinon, Internet n'allait pas assez vite. La prouesse dont vous avez peut-être entendu parler récemment, c'est qu'en Chine, grâce à la 5G, ils ont réussi à faire communiquer 2 hôpitaux, mais juste via la 5G. Donc, ça veut dire qu'un hôpital qui n'est pas forcément bien relié au réseau Internet mondial peut quand même profiter d'une telle opération sans qu'il y ait besoin d'amener un câble optique jusqu'à cet endroit-là. Juste avec la 5G, c'est possible. Et donc, ça prouve que des opérations complexes sont possibles, des choses qui sont vraiment précises au millimètre. Mais ça prouve aussi que tout un tas de spécialités médicales peuvent travailler à distance. Et on peut faire une échographie entre Paris et je sais pas, un petit village du sud-ouest de la France. Parce qu'il faut absolument faire une échographie à une personne enceinte. C'est des choses fantastiques. Et c'est ça qui a permis cette opération à distance. C'est pour ça qu'on en a entendu parler il y a quelques mois. Mais l'expansion du numérique, que ce soit dans la finance ou dans le médical ou même dans tout autre secteur, cela n'élimine-t-il pas des emplois ? Ah non, moi je pense que c'est assez clair. Hein. Au contraire, ça en crée bien plus. Morgane, quelque chose à... Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec Barbara. C'est ce qu'on vit au quotidien, je pense, dans nos métiers. On se rend compte que les métiers changent, c'est vrai, mais il y a une création de métiers qui est incroyable avec des nouveaux métiers qui arrivent chaque jour. Donc j'imagine que donc certains postes vont sûrement être supprimés dû à l'expansion du numérique, mais d'autres vont être créés, que ce soit pour gérer justement ces nouveaux matériels, pour les développer, pour les créer, etc. Mais on peut même parler au présent. Des postes sont créés en ce moment, Oui. chaque jour. Il y a des nouveaux recrutements qui sont faits. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une telle emphase dans la communication de beaucoup de gouvernements autour des nouvelles entreprises, de l'importance du numérique. C'est parce que ces chiffres-là commencent à être vérifiés. Ok, merci. Jean-Christophe, moi j'ai une question pour vous. Quelle est votre relation avec le numérique ? Qu'est-ce qui vous éblouit ? Qu'est-ce qui vous anime dans le digital ? Tout simplement, Nicole, faire ce que l'on ne pouvait pas faire il y a seulement quelques années.
rendre possible l'impossible. Moi, je trouve ça prodigieux et le numérique mis au service de l'intelligence humaine le permet. Je suis émerveillé par tout ce qui vient d'être dit par Barbara et par Morgane. Et quand on songe que c'est la même chose dans tous les secteurs, c'est tout simplement fabuleux. Alors, à titre personnel, je suis beaucoup plus modeste et le numérique m'atteint déjà fortement au quotidien. J'en suis toujours ébloui, pour reprendre le thème de ce webinaire. Prenons par exemple, et je l'ai dans la main, un simple petit smartphone, voilà. Eh bien, smartphone qui a changé la donne ces 12-13 dernières années. Avec le mien, je peux téléphoner, je peux envoyer des emails, je peux voir d'ailleurs celui ou celle à qui je téléphone, je peux planifier des réunions, je peux gérer mes comptes, ce qui évite des rendez-vous longs et complexes, d'ailleurs aujourd'hui impossibles du fait du coronavirus dans les banques. Je peux suivre tout un tas de démarches administratives, il y en a tellement en France. Je peux identifier le soir avec assurance la nuit les étoiles, ce qui était vraiment très complexe lorsqu'il fallait regarder sur une carte avec une petite lumière. Je peux, alors que c'est le printemps, identifier les oiseaux à leur chant. Je peux évidemment identifier par une simple photographie les fleurs, les plantes. Je trouve ça superbe. Et puis moi qui suis musicien, eh bien je peux accorder ma guitare et je peux regarder les vidéos de mes groupes préférés. Voilà, tout cela dans un petit boîtier extrêmement fin, très esthétique, qui tient dans la poche. Sans parler des actualités, des livres que je peux lire. C'est merveilleux, c'est prodigieux, c'est même incroyable. Tous ces bouleversements nécessitent forcément une formation. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet-là, vous qui avez une bonne expérience dans le domaine? Oui, alors vous avez raison, le numérique bouleverse tout. Et ce, quel que soit le secteur. Alors, ça peut être le transport, ça peut être l'énergie, le luxe, l'environnement, le retail, l'enseignement, et tout même les métiers de ces secteurs. La question que l'on peut se poser, par exemple si on a un terminal, pourrait être la suivante. Faut-il suivre une formation sectorielle, comme l'a dit tout à l'heure Barbara, et s'ouvrir ensuite au numérique, ou à l'inverse, suivre une formation dans le numérique et s'ouvrir à un secteur? Barbara et Morgane que l'on vient d'entendre, par leur témoignage enthousiaste, nous donnent directement la réponse, vous donne à vous, Nicole, la réponse. Je pense qu'il est plus simple de démarrer dans une formation numérique, de suivre une formation numérique complète et ensuite d'aller dans le secteur de son choix. Alors, pourquoi? Parce que le numérique, c'est pas juste une mode, c'est pas juste une année de formation au cours de laquelle on va pouvoir acquérir ce qui va nous permettre d'avoir une influence dans les différents secteurs. Je dirais qu'une couche de peinture, aussi belle soit-elle, n'a jamais fait un mur. Il est donc largement préférable, à mon avis, de suivre une formation sérieuse dans le numérique et ensuite de s'ouvrir à 1000 mondes et de pouvoir passer d'un de ces mondes à l'autre par des passerelles. Moi, je trouve ça fantastique. D'accord, mais des formations dans le numérique, il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une seule. Alors, comment on la choisit et surtout laquelle choisir? Alors, vous avez raison, Nicole, vous avez raison. Il y en a à foison, c'est vrai, et c'est bien. Sachez même qu'il n'y en a pas assez en France. Il y en a donc pour tous les goûts. C'est une bonne chose. La plupart sont spécialisées et c'est nécessaire. D'autres sont plus ouvertes, elles sont plus rares. Et l'ESSIN en fait partie. Mais une de nos particularités, une des particularités de l'ESSIN, c'est que nous formons à l'acquisition de 7 compétences, pour moi indispensables à tout épanouissement dans ce domaine. Alors, je vais vous en citer 3, pas une de plus, 3 sur 7. Alors, il y a la maîtrise des technologies et pratiques majeures du moment. Alors, ceci est enseigné de la première à la 5e année. Il y a le pilotage de la transition numérique, tous secteurs confondus. Je la démarre essentiellement en 4e année, avec des cours et des semaines intensives en innovation, des cours et des semaines intensives en transsectorialité. Il y a le développement d'opportunités nouvelles, dont se faisait écho tout à l'heure Morgane, avec des semaines intensives en création de start-up en 4e année et la création de projets innovants en 5e année. Voilà, juste 3 exemples, 3 des compétences sur 7 que nous enseignons à l'ESSIN.
J'imagine que les 4 autres, on peut les retrouver sur le site de l'ESSIN. Ah, vous imaginez bien, Nicole. C'est juste. Alors, foncez les découvrir. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Merci à vous 3. Est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion ou une phrase que vous souhaiteriez que l'on retint? Barbara? Je commence alors. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que le métier que j'exerce aujourd'hui, je ne savais pas qu'il existait il y a 5 ans. Et d'ailleurs, le secteur initial de la FinTech, dans lequel je suis rentrée, je ne le connaissais pas avant d'y mettre les pieds. Aujourd'hui, j'ai changé de secteur. Je travaille dans le MarTech, donc c'est-à-dire les moyens. C'est encore une fois la technologie, cette fois-ci au service du marketing, et comment aider les marques et les médias à mieux communiquer avec les nouvelles technologies auprès de leurs clients et prospects. Et c'est encore une fois un domaine que je ne connaissais pas. Et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, j'aborderai un nouveau secteur. Pourquoi pas le BTP? En fait, ce que je trouve encore une fois génial, c'est que je peux assez facilement aujourd'hui passer d'un secteur à l'autre, tout en moi apportant à ce secteur mes compétences technologiques, ma vision technologique, ma vision du numérique et des transformations que je peux apporter au secteur pour, encore une fois, transformer les usages. Merci Barbara. Morgane, un petit mot? Oui, pour ma part, je suis vraiment heureux de travailler dans le numérique parce que c'est une compétence qui est très particulière. En effet, ça demande une formation et elle est indispensable pour évoluer dans le monde de demain. Et c'est ça qui nous permet, comme Barbara par exemple, de rencontrer des experts d'autres domaines et de se nourrir l'un l'autre, d'échanger l'un avec l'autre et de créer ensemble des nouveaux usages, des nouveaux produits. Et c'est pour ça que j'ai apprécié à participer à ce webinaire, parce que j'espère vraiment que ça va déclencher des vocations, des envies, des passions, comme moi j'en ai trouvé grâce au numérique. Mais c'est tout ce qu'on espère aussi. Jean-Christophe? Oui, pour conclure, moi je dirais que tout ce qui vient d'être dit montre l'incroyable ouverture à laquelle conduit une formation dans le numérique. Et que si j'avais 18 ans en 2021, moi je n'hésiterais pas une seconde, je m'inscrirais dans une école de ce type pour pouvoir faire ensuite ce que je veux dans le secteur de mon choix. Moi je trouve cela fabuleux. Alors Nicole, j'ai bien un nom en tête, mais je vous le laisse deviner. Et je pense que j'ai ma petite idée sur cette école. Merci à vous 3. Merci Barbara. Merci Morgane. Merci Jean-Christophe. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve pour le prochain webinaire qui aura lieu le 26 mai. Et cette fois-ci, on parlera de l'orientation après le bac. Merci à tous et au revoir.